il y avait les curés, bien sûr. Le curé, il y avait des curés partout. Saint-Albin, bien sûr. C'était le curé qui s'appelait à l'époque Victor Baron, je crois. Chaque commune avait son curé à l'époque. Oui, chaque commune avait son curé. Et il succédait à son oncle, qui s'appelait déjà Baron, et qui était curé Saint-Albin. Bref, alors ce curé Victor Baron, c'était un colosse par une armoire normande, qui avait un appétit d'ogre, et qui s'invitait au dîner de batteuse, et au dîner de vendange, pas pour travailler, mais pour bouffer sa faim. Il y avait le curé de Saint-Martin-d'Auxerre qui était originaire de Saint-Albin. C'était pas très loin. Il se trouvait chez lui. C'était le frère du laitier de Saint-Albin. Il y avait un pélin qui était laitier Saint-Albin. C'est la laiterie où habite Madame Vagnon maintenant, non? Ouais, exactement. Exactement, c'est ça. Exactement. Et qui est mort électrocuté par sa baratte, je crois. Ah. Ils avaient les pieds dans l'eau, certainement. Ah, oui. Enfin bref. Alors ce curé Pellin était chez lui à Saint-Martin. C'était un petit bonhomme rabougri, maigrelet. Et il se promenait des fois avec le curé de Saint-Albin qui était normande. Et quelquefois il y avait le curé de Saint-Jean qui était déjà d'un format il y avait les deux grands curés, les petits curés, il y avait des farceurs qui disaient mais quel est le gros qui a fait le petit? Alors, on disait qu'il était costaud ce curé. Quand le château a été fermé, Mademoiselle de Bolsers suivait son mari dans les garnisons. Les mendiants, enfin les cheminots n'en avaient plus, c'est certain. Il y avait un personnel extrêmement réduit. Il y en a un ou quelques-uns qui avaient la mauvaise idée d'aller demander asile au curé. Le curé n'a pas appris par notre propre école Sorel, il avait passé par-dessus la barrière de son jardin. Ils ont été débarrassés des cheminots à l'arrivée d'Aubigny. Mais là, on parlait des curés. Il y avait une cérémonie du pain béni à l'église le dimanche. Les messieurs n'allaient pas tellement à l'église. Dans la moitié sud de la France, c'était une coutume, je crois, les femmes allaient à la messe. Voilà. Les hommes n'étaient pas tellement portés vers le mysticisme. Alors, il y avait la cérémonie du pain béni. Chaque famille offrait un dimanche le pain béni. Il fallait commander au boulanger qui passait de pain de pain, enfin bref, c'était une dépense bien inutile d'après la grand-mère. Ensuite, bon, à la messe le dimanche, le curé bénissait ses pains, je ne sais pas à quel moment c'était l'offertoire, mais il fallait que la dame de la famille qui offrait le pain béni, aille là-haut près des pains. Il fallait qu'elle fasse une bonne figure, il fallait qu'elle change au moins le ruban de son chapeau. Ou alors il y en a qui étaient plus riches pour des robes neuves ou un chapeau neuf, je sais. Ma grand-mère avait ça en horreur. Elle n'a pas fait très souvent, d'après ce qu'elle m'a dit. Oui, alors le sacristain, je ne sais pas quel moment, passait dans les rangs et distribuait le pain avec sa corbeille, dans sa corbeille. Et quand arrivait dans le chœur, les enfants étaient dans le chœur, et toutes les mains se tendaient à la fois. Alors c'était marrant que le sacristain tapait sur les doigts. Vous voyez, pour qu'ils prennent qu'un morceau à la fois. C'était du pain soi-disant safrané, mais avec quoi teintait-il la pâte? Avec du jus de carotte peut-être, du safran séché. Divers colorants. Il y avait le maréchal, oui, alors,
Ma grand-mère faisait du beurre, des fromages, des œufs, des poules qui pondaient des œufs. Il y avait deux options pour les vendre. Il y avait aller au marché au pont le lundi. Ce marché se trouvait de la fontaine de l'église jusque dans la rue en remontant, je crois, derrière l'église, enfin bref. Et il fallait y aller très bonne heure pour se poser il fallait porter d'abord 2 tréteaux, une carriole, porter 2 tréteaux, puis une planche, disposer le beurre, les fromages, tout ce qu'il y avait à vendre. Les dames commerçants, les notables, parce que tout, il y avait une petite bonne à l'époque. Alors il y avait la dame, puis la bonne derrière qui portait le cabas. C'était absolument classique. Alors il y avait les bottes de bord qui étaient à jour, et de temps en temps il y a une dame qui passait le doigt sur la motte pour goûter le beurre. C'était très hygiénique. Oui. Le pire, c'est qu'il y avait la minoterie Goût, vous en avez entendu parler, qui était pour savoir là-bas sur le bord du gué. Non. C'était une minoterie très importante. Alors il y avait d'énormes charrettes avec des attelages de 3 chevaux qui... C'est du côté Savoie alors. À côté de Savoie. Ah, les côtés. Parce que se trouve, je dirais les grands magasins maintenant, dans la zone de la Baronnie. Seulement, ils traversaient le pont pour aller à la gare, ils emmenaient de la farine. Ouais, c'est là, oui, d'accord. De la farine. Seulement, ils ne pouvaient pas braquer vers le bar du coin, l'attelage, la charrette, c'était trop court pour braquer. Alors, ils allaient passer là-bas, à côté de l'église, tourner là-bas, place Flandrin, pour remonter après à la gare. Et les charrettes chargées de blé brut descendaient de l'itinéraire. Alors, chaque fois, tous les acheteurs, tous les chalands du marché, plus les dames qui exposaient les vendeuses de fromage, devaient se retirer contre le pur. C'était vraiment pas l'idée. Ma grand-mère n'y a pas fait souvent, elle m'a dit ça m'a suffi. Alors il y a la deuxième option. Il y a une épicière à Saint-Albin. Oui. Oui, alors au pont, à telle heure, il y avait une cloche qui sonnait, les acheteurs, on appelait les coquetiers. C'était des grossistes qui achetaient tout ce qu'il y avait à vendre. Ils s'entendaient avant pour faire un prix sur le beurre. Donc ils achetaient en priorité alors? Non? Non, pas spécialement. Il y était plusieurs qui ont fait rapidement fortune d'ailleurs. C'était un métier. Alors qui achetaient ce qui n'avait pas vendu aux particuliers. Ah d'accord, c'est comme ça. Alors, mais qui ramassaient dans l'épicerie Saint-Albin, à tel jour, ils passaient avec un fourgon. Ils ramassaient les œufs, le beurre, parce que les fermières descendaient leur beurre, leurs œufs, leur fromage, leurs légumes, leurs fruits, ce qu'il y avait à vendre, j'en sais rien, chez l'épicière. Qui a pris une importance à Saint-Albin, Madame Bourbon. Ah, Bourbon, oui, bien sûr. Qui a pris une importance, c'était une personne incontournable. Elle était très aimable, elle avait intérêt parce qu'elle avait un petit pourcentage sur... Alors le coquetier passait, elle mettait tout ça au frais dans sa cave. Les fermiers n'attendaient pas le passage du coquetier, mais les coquetiers passaient, ramassaient tout ça. Et Madame Bourbon devait avoir un petit pourcentage. Elle était surtout sûre qu'une partie de l'argent serait dépensée dans une épicerie en fourniture. Les gens qui achèteraient le sucre, le café, l'huile. Bien sûr. Alors elle était très aimable. Et c'était une personne qui avait une très grande importance à Saint-Albin. Oui, elle faisait des petits cadeaux pour le Nouvel An, ma grand-mère. Il y avait des petites assiettes, ou alors quelques bols, ou alors des espèces des vides poches en porcelaine ou en faïence, etc. J'en ai encore au grenier. Ça partira après moi des charges.
C'était une personne très importante. Ah, il y avait Maréchal Ferrand dans cet album, Galin Frandas, en 1910, en 1905, qui était un original. Il était bistrot en même temps, bien sûr. Parlons pas de c'est fermé avec Ménard, avec Jean Ménard, il y a combien, 25 ans. Il y avait combien de bistrots? Oui, il y avait combien de bistrots? On en reparlera. Ouais, parce que là, avec l'immigration, la révolution culturelle, pour aussi dire. On m'avait dit aussi qu'il y avait, oui, Maréchal Ferrand, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'avait dit un magasin de mode, il paraît, j'ai appris. Il y a eu un magasin de mode. Oui, c'était Mademoiselle Mignot qui faisait des chapeaux. Mignot, ah ouais, pareil. Il y avait Maréchal Ferrand, Galin Frandas, qui était original. Alors, il y a des tas d'anecdotes sur lui. Il y avait, on venait ferrer les paysans, on venait ferrer leurs bœufs ou leurs vaches ou leurs chevaux chez le Maréchal Ferrand, qui avait des aides évidemment, le patron ne devait pas tout ferrer souvent. Mais ils avaient beau aller très bonne heure le matin, ils avaient toujours une réflexion désagréable. Ils disaient non, on ne peut pas se lever, hein, on ne peut pas arriver à l'heure. Alors on a regardé, attends, je pouvais avoir le plaisir de retourner l'appareil. Le soir, très tard dans la veillée, il a mis ses bœufs à son tombereau, il avait rendez-vous pour les ferrer demain. Il a mis une botte de foin pour amuser les bœufs, une brassée de paille pour se coucher dessus. Il a tout emmené à la forge devant la porte fermée. Il s'est couché là jusqu'au lendemain. Il commençait à 5 heures certainement. Pour avoir le plaisir de lui dire alors on ne va pas se lever, hein, on est en retard. Il y avait un type qui était assez pingre qui quand il s'agissait de payer sa tournée au bistrot là, de la forge, il donnait un gros billet, une tournée qui coûtait peut-être 50 centimes, il donnait un billet de 20 francs, voire 50 francs, j'en sais rien. Alors on lui disait, mais il n'y a pas de monnaie, etc. Et il ne payait pas. Frandas, Galin Frandas, je lui ai dit, attends, je vais l'avoir. Il a mis de côté pendant plusieurs mois des pièces de 50 centimes en argent. Quand le bonhomme lui a présenté un billet, un gros billet, il lui a commandé la monnaie en pièces de 50 francs. Il avait sa pleine bourse et pleine poche. Il y a beaucoup d'anecdotes sur ce bonhomme-là, dans ce genre-là. Il y avait le maire, M. Grosbon. Grosbon, oui. Il était au Progrès à Lyon, il avait fait carrière, il était rédacteur en chef en 1905, rédacteur en chef. Et il était devenu pendant la guerre directeur du Progrès, qui est un journal très très avancé au point de gauche, franchement de gauche, comme l'humanité pouvait l'être il y a 50 ans. On disait que c'était le petit-fils d'un marquis. Un jeune marquis avait eu un enfant avec une femme de chambre. Et il y avait un bébé qui était donc le père de M. Grosbon, le rédacteur en chef. Et ce père de M. Grosbon, il n'avait pas été abandonné par les de Volser, il avait gardé le nom de sa mère, Grosbon, mais il avait été éduqué par le précepteur. Il y avait un précepteur à l'époque pour les enfants de Volser. Il avait été éduqué avec les enfants de Volser. Et le marquis l'avait pris comme régisseur. Et lui avait donné, il pillait les Volser tant qu'il pouvait. Malgré tout, le marquis de Volser lui avait donné une petite ferme, un petit terrain, etc. Et son fils, il a fait instruire ses deux enfants, dont l'un était journaliste et l'autre chirurgien dentiste, qui est mort dans un accident d'automobile dans les années 30. Monsieur Grosbon, oui, envoyait des abonnements gratuits c'était peut-être son adjoint, six adjoints, mais à l'époque, les paysans, enfin ceux qui lisaient, c'était des fainéants. Hein. Oui. C'était vraiment bien.
Mais enfin, les journaux circulaient de maison en maison. On trouvait toujours un bonhomme qui lisait le journal. Et il y en a certains ont pris des opinions extrêmement avancées en lisant le Progrès. Si leur femme allait à l'église, on retrouve l'histoire, c'est Claude Michelet qui raconte un peu cette histoire-là dans Les gens de Saint-Libéral. Si le curé prononce des discours enflammés contre à l'époque les lois cléricales, ça n'était pas ranger la paix dans les ménages. C'est sûr, oui. Et, oui, M. Grobon, on vous a parlé des frères Berlin. Non, non. C'était des jumeaux. Non. Des jumeaux. Alors il y en a un qui était autiste, irrécupérable, etc. Ils ont été orphelins assez jeunes. Il y avait l'autre qui était un autre jumeau qui était simple d'esprit, mais qui travaillait. Il allait travailler dans les fermes, il gagnait sa vie, quoi. Et M. Grobon, le maire, l'avait pris sous sa protection. Alors il allait arroser les fleurs, tondre les pelouses, c'était son protégé en somme. Mais voilà que pendant la guerre de 14, M. Grobon venait que le dimanche, que le week-end à Saint-Albin, quoi. Et la semaine à Lyon, il y a donc là, le frère du jumeau qui travaillait, quoi, le protégé de monsieur, on l'appelait François Cacouet, Lacacouel. Il avait rien trouvé de mieux, on suppose, c'est parce qu'il avait la colique, la diarrhée. Il s'était foutu je ne sais quoi dans le fondement. Malheureusement, d'après les versions, ça diffère sur l'objet qu'il avait fourré là. Mais le fait qu'il n'a pas pu y sortir. Et quand M. Grobon est venu le samedi, il souffrait atrocement, sans doute. M. Grobon l'avait chargé dans sa voiture, l'en a amené au pont, à Toubib. Et le médecin lui a dit, bon, ben, il a beaucoup besoin de se dessiner, quoi. Il faut l'envoyer à Chambéry, moi je peux rien faire, quoi. Alors M. Grobon l'a foncé à Chambéry et l'a emmené à l'hôpital, là où ils ont fait des examens, enfin bref. Et M. Grobon, le maire, avait lâché une bonne étrenne aux infirmiers et aux infirmières. Il a dit, vous, si guéri, si vous serez guéri, vous l'emmenez à la gare, vous lui prenez un billet, et vous chargez quelqu'un de faire descendre à Pont-de-Beauvoisin. Oui. Et, bon, il est retourné, M. Grobon est retourné à ses affaires à Lyon, bien sûr. Et le fait est que le brave homme, la Cacouet, avait disparu de la circulation. C'était la guerre, c'était en pleine guerre, ça. Et le fait est qu'il n'était pas descendu au pont de Beauvoisin, personne ne l'avait dit de descendre au pont de Beauvoisin. Il était parti à Lyon. À Lyon, les wagons où il était ont été accrochés dans la locomotive qui partait pour Nice. Ah, il a voyagé. Enfin, quelqu'un l'avait quand même fait descendre à Toulon. Alors, à Toulon, il errait dans la gare, là, les gendarmes l'ont cueilli. Il ne parlait pas en français, il ne parlait pas de toi. Oui, bien sûr. Et il parlait assez difficilement. Ils l'ont pris pour un espion. Alors là, il y avait l'espionné, c'est un espion. Ils l'ont cuisiné pendant je ne sais pas combien de temps. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont tabassé pour le faire avouer. Enfin, finalement, ils n'ont rien pu en tirer, quoi. Alors, M. Grobon avait disparu. Il a fait passer dans le Progrès un placard, un tel, salle d'esprit, disparu. Ils ont quand même vu là-bas à Toulon. Ils lui ont téléphoné que son protégé était en tôle à Toulon. Et il est allé le chercher. Il a pris le train, si sec, il est allé chercher son protégé. Et les retrouvailles ont été bouleversantes. Il était à genoux devant M. Grobon, l'embrassait les mains.
Ah, c'était un brave homme alors. C'était un brave homme alors, monsieur Grosbon, en fin de compte. Oui. Mais il est mort pendant la guerre de 40, là. Il était franc-maçon, il n'a voulu personne dans son enterrement.